À la même époque, comme je l'ai dit au départ, ce destin croisé entre deux hommes voit l'apparition d'un autre grand homme qui a fait beaucoup, la famille Houghton et l'industrie Corning. C'est à la même époque, comme j'ai dit, que Corning va devenir un géant dans l'industrie du verre avec ses innovations extraordinaires qui partent de la verrerie jusqu'au télescope et jusqu'à l'exploration du cosmos. Nous savons tous que le plus grand réseau de chemin de fer a été le réseau de chemin de fer des États-Unis. Car vers la ruée de l'Ouest, quand il y avait la ruée de l'Ouest, à chaque fois qu'on atteignait une nouvelle destination, on mettait la liaison de chemin de fer. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'accidents parce que toutes les lanternes qui existaient pour faire les signalisations au train étaient faites avec des verres qui n'étaient pas transparents, qui étaient des verres colorés. Et à l'époque, Corning avait su que des Allemands avaient découvert des verres transparents, entièrement transparents du Flint. Et donc il est parti en espion en Allemagne pour essayer de découvrir la recette pour fabriquer ces verres transparents. Et ces verres transparents, ce qu'on appelait les verres Schott, il a pu, par espionnage, découvrir la formule et fabriquer des lanternes totalement transparentes. Et quand il revient aux États-Unis, donc il faisait des verres pour faire la signalisation du train. Et donc les conducteurs de train voyaient de loin donc les signaux et on avait évité beaucoup. Mais ces verres étaient très fragiles et donc en étant très fragiles, ils se cassaient facilement. Et donc Corning est devenu millionnaire parce qu'il commençait à chaque fois qu'il y avait une lanterne qui est cassée, on allait acheter une autre. Et donc c'était un commerce florissant pour Corning. Et donc c'est à partir de là que Corning devena millionnaire et il commençait à transformer cet artisanat de verre en une science du verre. Et donc voilà l'histoire donc de comment Corning a introduit le verre aux États-Unis.
Bien avant que Corning ait voyagé en Allemagne, Corning a été l'un des pionniers de l'électricité et cette alliance avec Edison. Et la lumière fut. Nous avons eu la lumière grâce à Edison. Et quel est le rôle de Corning dans ce cas-là? Edison, lui fallait une ampoule pour mettre son filament carbone pour qu'il puisse brûler ce filament de carbone en le faisant traverser par un courant électrique. Et donc il demanda à Corning de lui fabriquer une ampoule. Et donc c'est en 1879 que cette alliance entre Corning et Edison a permis la réalisation des premières lampes à incandescence. Donc, vous voyez bien que Corning a joué aussi un rôle important dans le développement de la lumière et dans le développement de l'électricité grâce à cette alliance avec Edison. Thomas Edison, fondateur en 1879 de General Electric et fervent défenseur du courant électrique, a électrifié en 1882 une avenue dans la ville de New York avec l'élimination de 1200 lampes. Mais à cette époque, vers la même époque, il avait un collaborateur qui était en fait son opposant. Ce collaborateur est Nikola Tesla. Nikola Tesla qui venait de découvrir, de mettre au point les alternateurs et un fervent défenseur du courant alternatif. Cette guerre qui a mené Edison contre Tesla a été à l'origine de plusieurs autres inventions. Nikola Tesla s'est allié avec un autre industriel qui s'appelle George Westinghouse. Ils fondirent en 1886 Westinghouse Electric Industry. Et donc, comme vous savez, Edison voulait à tout prix faire en sorte que l'électrification se fait encore en continu. Mais comme vous savez, le transport de l'énergie, coûte cher. Et le transport d'énergie, il y a beaucoup de pertes. Et avec le courant continu, il y a beaucoup de pertes. Et donc, les lignes de haute tension, pour pouvoir transporter l'électricité à des distances très importantes, il fallait le courant alternatif. Et le courant alternatif, dans les lignes de haute tension, on utilise aussi beaucoup d'isolants. Les isolants sont en verre. Donc, le verre existe aussi dans les lignes de haute tension. Alors, Thomas Edison voulait à tout prix faire en sorte de capoter ce projet du courant alternatif. Et il faisait des démonstrations dans la ville de New York pour démontrer que le courant alternatif est dangereux, qu'il était à l'origine de l'électrocution. Il était même allé à faire électrocuter un éléphant avec le courant alternatif en plein centre de New York. Il est même à l'origine de la mise au point de la première chaise électrique dans l'histoire, des États-Unis. Voilà donc ceci. Et pour revenir un peu en Algérie, vous savez tous que la première ville qui a été électrifiée en Algérie, c'était en 1886. Et c'était la ville d'Oum Drou, qu'on a l'ex-Ponteba, dans la wilaya de Chlef. J'ai vécu mon enfance dans la ville de Ponteba, dans la ville de Moudrou, et pour moi c'est une fierté que ce soit la première ville en Algérie qui a été électrifiée et la 5e ville dans le monde qui a été électrifiée. Et en 1887, c'était au tour de la ville de Batna. Voilà cette interlude. Je voulais donc faire en sorte de vous montrer que cette relation entre le verre, entre les ampoules, qui a été développée en Corning, et toute l'électrification de l'humanité. Voilà donc un peu
cet rapprochement entre l'électricité et Thomas Edison et Nikola Tesla. À son retour d'Allemagne en 1913, Sullivan, qui était l'envoyé de Corning, donc est revenu aux États-Unis pour développer d'autres formes de verre. Et un des ingénieurs de Corning, Jess Littletown, d'accord, qui était en charge de développer des verres plus résistants, à ce moment-là, sa femme lui demanda: puisque tu fais des verres très résistants au choc thermique, est-ce que tu peux me faire un moule à cake, d'accord, fait à partir de ton verre? Et donc, il confectionna un moule à cake, comme vous voyez, hein, à sa femme pour qu'elle puisse faire un cake. Et donc, sa femme cuisine un cake et elle l'a mis au four. Et après quelques minutes ou heures de cuisson, le gâteau était très bien cuit. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. De nouveau, on commençait à faire de la cuisine dans du verre. Et à cette époque, on appelait ce verre pie-right. Qu'est-ce que ça veut dire? Pie, en anglais, ça veut dire gâteau. Et un gâteau cuit justement. Et par la suite, le Pyrex est devenu ce que nous appelons aujourd'hui le terme Pyrex. Donc le Pyrex provient de paille, provient de gâteau, c'est-à-dire le verre où on puisse faire la cuisine des gâteaux. Et donc c'est là, à partir de 1913, la naissance de l'utilisation du verre dans la cuisine et dans la cuisson. Donc voilà la fin de Science Daily avec l'utilisation du verre dans la cuisine. Nous sommes arrivés à la fin de l'utilisation du verre dans l'industrie culinaire et nous allons voir par la suite de cette longue histoire du verre dans les prochains épisodes. Je vous dis à la prochaine et nous souhaitons que nous serons à la hauteur de vos espérances.